Let's get ready to rumble! Bon, en se lançant dans Godzilla vs Kong, on sait qu'on sera pas devant un remake de la liste de Schindler, mais bon, ça empêche pas de respecter un peu l'intelligence des spectateurs. Et le film est bourré d'énormités, mais aussi de non-sens scénaristique. J'ai arrêté de compter après 10, mais n'hésitez pas à me partager les vôtres. Alors voici mon top 10 des trucs les plus cons dans Godzilla vs Kong, et c'est 100% spoiler. Numéro 10, la théorie de la Terre creuse. Le grand méchant que tu vois ici, il est à la tête d'une entreprise qui prépare un truc louche, et il finance une expédition dans le centre de la Terre pour aller récupérer une énergie ultra puissante, une sorte de vibranium. D'ailleurs, on va l'appeler vibranium, ce sera plus simple. Et cette source d'énergie, c'est la petite touche finale à son plan machiavélique. Il recrute donc ce scientifique qui a écrit un bouquin sur le noyau de la Terre. Et attention, oublie tout ce que t'as appris à l'école, parce que d'après lui, le noyau est creux et habitable. Et ouais Jules Verne, 160 ans plus tard, la technologie et la science te donnent enfin raison. Sous nos pieds, c'est Jurassic World en fait. Toute cette faune et toute cette flore, on la doit à la fameuse source d'énergie. Et pour s'y rendre, il faut passer par cette entrée. Un anus, bravo les gars, super subtil. Numéro 9, Kong et l'expédition. Bon, en plus d'avoir théorisé le fait que le noyau soit habitable, le scientifique en est sûr, les titans viennent de là-bas. Bon, pourquoi pas. Du coup, pour faciliter l'expédition, qui je le rappelle a pour but d'extraire le vibranium, il a l'idée d'amener Kong avec eux. Comme Kong en est originaire, il va pouvoir les guider sur place. D'après lui, c'est inscrit dans sa mémoire génétique, comme les pigeons voyageurs. C'est pas une vanne, tout son raisonnement repose là-dessus. Un plan, j'en suis sûr, infaillible. Mais à aucun moment dans le film, on prend le temps d'expliquer à Kong qu'il faut qu'il les guide vers la source d'énergie. Et par chance, Kong cherchait sa maison. Enfin, un temple construit par des gars il y a des milliers d'années. Et comme par hasard, la source d'énergie s'y trouve aussi. Alors ça, c'est ce qui s'appelle avoir une sacrée chance. Numéro 8, le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est lui. Et mon Dieu qu'il est con. Le mec est en couverture chez Apex Cybernetics, la boîte du méchant, et il sent que quelque chose de louche s'y trame. Bon, à côté de ça, il anime un podcast, et il annonce à son audience qu'il est à 2 doigts de découvrir l'horrible secret de son employeur, et qu'il est sur le point de télécharger des documents ultra confidentiels. Il annonce tout ça en ligne avant d'y aller. Côté discrétion, j'ai vu mieux. Si Les Infiltrés avaient été écrits par les mêmes scénaristes, le film n'aurait pas duré plus de 20 secondes. Numéro 7, le secret horrible de l'entreprise. Et ouais, ce que cache Apex Cybernetics, attention gros spoiler, c'est Mechagodzilla, bien connu des fans de Godzilla. Quoi, vous voulez dire qu'une entreprise qui s'appelle Apex Cybernetics, Apex qui se traduit par Super Predator et Cybernetics qu'on peut traduire grossièrement par robotique, fabriquerait en secret un robot Super Predator? I am shocked! Shocked! Bon, l'enquête de l'équipe de bras cassés aurait dû commencer par un petit tour sur Wikipédia. Ça aurait évité à ces ringards de prendre un RER secret qui traverse le globe avec en terminus Hong Kong en moins de temps qu'il en faut pour faire un Gare du Nord Montreuil. Numéro 6, Mechagodzilla, mode d'emploi. Je vais être honnête avec vous, je sais pas comment ça fonctionne un robot Super Predator, j'en ai jamais eu. Mais de ce que j'ai saisi ici, c'est qu'il est téléguidé par un gars, un peu comme dans Pacific Rim, mais qu'il est aussi branché au crâne de l'une des têtes de Ghidorah, l'un des monstres qui avait été tué dans le film précédent. Bon là j'avoue que je suis un peu perdu. Alors, je suis pas un ingénieur, ni neurologue, mais comment un crâne, un os quoi, peut envoyer des ordres à quoi que ce soit? Et d'ailleurs on nous explique jamais qui fait quoi dans le contrôle de Ghidorah. C'est l'homme ou c'est le fossile le patron? Bon le film reste très flou là-dessus, ce qui me pousse à croire que personne ne le sait en fait. Numéro 5, le petit con. Eleven, qui fait partie des 3 banques et qui sert pas à grand chose dans cette suite, ne trouve rien de mieux à faire qu'amener avec elle son pote, qui à part avoir un frère qui a un van, n'a aucune compétence. Il amène absolument rien sur le plan des idées. Il est plutôt là pour incarner l'ado lambda, flippé, dépassé par tout ce qui se passe. Il est ce que les Américains appellent le comic relief. Le personnage qui dans les films chargés en tension apporte les moments de rigolade. Bon, vous attendez pas non plus à vous faire dessus, ni sur le volet tension, ni sur le volet humour. Et en plus de pas être drôle, il est insupportable, il chouine dès que la caméra est pointée sur lui. Mais surtout, quand Mechagodzilla s'attaque à Godzilla et que le trio est dans la salle de contrôle de la bête, oui du coup, en plus d'être contrôlé par ce gars et par ce crâne, on apprend maintenant que le robot est aussi contrôlé par cet ordi, le relou attrape le premier clavier qu'il trouve pour tenter de désactiver la machine. Et là, attention génie, il se met à taper des mots de passe au pif, complètement au hasard. Et ça marche! Non je déconne, il décide de renverser du liquide sur le clavier, et ça marche. Et là c'est pas une vanne, ça marche vraiment. Bah bravo petit con. Numéro 4, la hache de Kong. Quand Kong et son crew arrivent dans la Terre du Milieu, ils découvrent dans sa maison de famille une hache, mais pas n'importe laquelle. Elle se recharge, la hache c'est une Samsung en fait, et ils trouvent la prise assez facilement. Ah mais oui j'oubliais, la mémoire génétique. Bon les mecs ont inventé le chargement à induction.
petite parenthèse, c'est la même énergie que Godzilla utilise, ce qui va déclencher un truc très con. Mais avant ça, numéro 3, Kong et le syndrome de Stockholm. Dans Skull Island, on avait laissé le gorille comme un être libre qu'il fallait pas chercher. Mais ici, sa caractérisation a carrément switché. Après avoir passé le reste de sa vie en cage, pour son bien, d'après elle, quand il en sort, alors qu'il pourrait briser ses chaînes et écraser les humains comme des insectes, il reste à leur botte, un vrai toutou. Il leur obéit presque au doigt et à l'œil, grâce notamment à cette petite manipulatrice, avec qui il a un lien particulier, qui joue sur la corde sensible pour lui faire ce qu'elle veut. Comme ici, quand elle le convainc de se mettre en route pour le centre de la Terre. Victime. Numéro 2, la morale du film. Bon, tout le long du film, on vous présente le méchant comme le méchant, bon, la logique, mais je veux dire, il marque un sacré point quand même. Son intention, je peux pas la qualifier de machiavélique. Créer une arme capable de défendre l'homme des titans qui sont plus qu'imprévisibles et qui, dès qu'ils font une descente en ville, déciment la moitié de la population et font des trilliards de dollars de dégâts, moi je signe direct. Et même si on n'est pas d'accord avec ce point de vue, pourquoi laisser ces 3 branques prendre cette décision pour l'humanité? Ça m'a rappelé le dernier Jurassic World, quand cette gosse décide de libérer des dinosaures dans le monde, dont certains sont humanovores, parce que c'est politiquement correct. Et d'ailleurs, quelques secondes après, la première chose que les dinos font quand ils sont échappés, c'est de s'attaquer à l'homme. Et enfin, numéro 1, Godzilla qui troue l'écorce terrestre. Ça, c'est mon préféré. En rechargeant sa hache, sans le savoir, Kong démarre Godzilla à distance. Depuis Hong Kong, le reptile a senti que quelqu'un jouait avec son vibranium. Et là, attention, meilleur raccourci scénaristique du mois, que dis-je, de l'année, le monstre décide de percer un nouveau trou de balle à la Terre avec son haleine nucléaire. En moins de temps qu'il en faut pour dire facilité scénaristique, il fore une autoroute à travers la planète. Bon, quand je vous disais que c'était un raccourci, c'était pas au sens figuré, c'est un vrai raccourci. Comme ça, tout ce petit monde peut se retrouver dans l'acte final en 2-2. En salle d'écriture, les gars avaient clairement plus le temps. Et en même temps, ils ont perdu trop de temps à essayer de développer la psychologie et la profondeur des personnages. Non, je déconne, je vous rassure, il n'y a pas un prénom que vous retiendrez dans ce film. Et voilà, c'était mon top 10 des trucs cons à retenir de Godzilla vs Kong. Malgré tous ces trucs cons, on peut dire que ce film, c'est un pur film popcorn. Il prétend pas le contraire, il y sera plein de scientifiques en PLS, mais ce film, c'est un peu comme manger au grec. On y va pas pour la finesse, mais ça peut pas faire de mal. Hein? Quoi? Bon allez, abonne-toi pour plein d'autres trucs cons.